Conviction. Bienvenue sur le plateau de Conviction. Vous êtes bien sur Radio Mboté, la voix de la diaspora africaine. Et pour ce nouveau rendez-vous, j'ai le grand plaisir d'accueillir Monsieur René Stevens. C'est un amoureux du Congo. Il y a passé de nombreuses années. Il va avec nous aujourd'hui évoquer ses années dans ce pays et surtout la passion qu'il voue pour un pays auquel il est très attaché. René Stevens, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez vécu au Congo, vous avez même passé quelques années au collège Albert, le collège Boboto. Je crois que c'était de 53 à 61, c'est bien ça? Exactement. De vos souvenirs quand même, non? De mes souvenirs, et puis ce sont été les plus belles années de ma vie. S'il y a des mots que je ne trouve pas, c'est parce que je suis petit flamand, donc ne vous inquiétez pas. J'ai passé quand même les plus belles années de ma vie à cet âge-là, et puis ensuite encore toujours, ça est resté planté. En tout cas, vous êtes le président fondateur de Affinité Congo. Vous présidez également les destinées d'un bureau d'études qui s'appelle H2, et puis vous êtes très actif aussi dans l'aviation, dans le tourisme, dans l'énergie. Comment vous faites avec toutes ces casquettes? C'est pas un peu lassant, grisant, non? Je suis pensionné, ou j'ai arrêté mes activités commerciales et je voulais consacrer les autres années que j'ai encore devant moi à chercher et à évoluer ce qui pourrait être bien pour le pays et pour la population, bien sûr. De là que les opportunités se présentent, soit dans l'énergie que tout le monde en parle. Au Congo, on parle de Inga 2, Inga 3, etc. Mais bon, sachant très bien que c'est une utopie, on ne pourra jamais mettre 3000 km de câbles de Inga jusqu'au Maniema, puisque au kilomètre 12, on sera déjà occupé à voler le kilomètre 1. Oui, d'accord. Comme quoi, ce n'est pas évident. En tout cas, vous êtes un témoin privilégié de l'histoire. On sait que les relations entre le Congo et la Belgique n'ont pas toujours été de tout repos. Vous, par contre, vous avez toujours mis à profit les différentes crises, les périodes de grisaille entre les deux pays pour raffermir les liens et les ponts. Mais cette passion viscérale, en fait, elle est due à quoi? Est-ce qu'il y a une expérience personnelle que vous avez vécue au Congo qui fait que, aujourd'hui encore, vous êtes très attaché à ce pays? Eh bien, il faut savoir aussi que mes parents, qui sont partis donc en 1952, et nous aussi, mon frère jumeau et moi, dès leur arrivée, ils ont été dans l'enseignement. Ma mère a donné cours d'ailleurs au foyer social, donc à toutes les mamas qui sont devenues les madames d'après. Ma mère a donné cours au petit Bomboko, au petit Kamitatu et tous ceux qui ont fait ce que le Congo est maintenant, permettez-moi. Bien sûr. Et de là que cette affinité est restée, ce contact est resté depuis 1985. D'ailleurs, que j'ai repris le lien. Pourquoi? Parce qu'une personnalité congolaise a suivi des cours dans notre club d'aviation. Et comme ça, une autre de vos passions d'ailleurs, que j'aurais dû soulever d'ailleurs dès le départ, vous êtes un passionné d'aviation, mais on va parler peut-être d'Affinité Congo. Au fond, quels sont les objectifs que vous poursuivez à travers cette structure qui vous tient à cœur? Je précise d'ailleurs que tous les ambassadeurs de RDC qui se sont succédés ici depuis une vingtaine d'années vous connaissent parfaitement. Donc, c'est dire à quel point vous attachez une importance particulière. Oui, parce que là aussi, je pense pouvoir me rendre utile, bénévolement, bien sûr. Il faut bien être clair. Je ne suis pas consul honoraire. Mais bon, dès le départ, si je peux faire quelque chose pour un ambassadeur ou une personnalité qui vient en Belgique et qui ne connaît personne, je me mets à disposition. J'essaie de les... Alors, prenons ce cas concret. On va concret. Visiter, par exemple, pour des huileries de palme, comme j'ai fait avec son Excellence Henri Mova. Ou bien le jumelage que j'ai réalisé entre la Flandre orientale et la province orientale congolaise, créer des synergies, parce que c'est aussi quelque chose qui m'énerve, c'est qu'il y a trop peu de contact entre l'ambassade du Congo et la Flandre. Mais c'est dû à quoi? Peut-être parce qu'il y a déjà un consulat là-bas. C'est pas une explication plausible? Il y a un consulat, mais il faudrait qu'il soit consulat général, énergique. D'accord. Donc il y a un besoin véritablement de créer des synergies avec... Absolument. Bon, quand il y a des délégations ou des missions économiques,
Moi, j'essaye quand même aussi d'attirer l'attention sur certaines sociétés néerlandophones. C'est cela. Hein, au lieu de toujours venir à Bruxelles et en Wallonie, je m'excuse, messieurs, dames, mais D'accord. bon, je défends la Flandre où Bien sûr. j'habite, hein, parce que nous sommes quand même, comment on appelle ça, les NOCO? Les NOCO. NOCO, hein, c'était quand même beaucoup de Flamands qui ont Les réalisé oncles. de belles choses au Congo. D'accord. Hein. Alors, Les- oui, que je dites-moi. puisse continuer. Oui, allez-y. Les occupations de ce jour, c'est entre autres la mobilité, c'est l'énergie, c'est le tourisme, c'est les maisons sociaux qui manquent, etc. Mais là-dedans, il y a énormément à balayer. Parce que, par exemple, dans les maisons sociaux, on ne va pas construire des maisons maintenant en pot-à-pot, ni en béton. Il y a le Alcor Systems, c'est un architecte, Pierre Prudhomme, un architecte de 82 ans, qui est né au Congo, qui met aussi, un peu comme moi, toute son énergie dans l'étude de Est-ce que construction. vous êtes assisté d'une équipe, de bénévoles? Comment ça se passe? Affinité RDC, Oui. c'est au fait une structure. Ce n'est pas une ONG, ce n'est pas une ASBL. D'accord. C'est une structure de gens fiables répartis dans le pays. J'ai D'accord. quand même déjà traversé de haut en bas, et puis à l'époque, je ne peux pas citer de nom, j'ai eu l'occasion de... C'est dommage, hein? Oui, J'aurais non. bien aimé. J'ai traversé le Congo de haut en bas, de gauche à droite, aussi dans l'idée de fonder ou d'implanter des lodges pour le tourisme. Hein, mais malheureusement, à cette époque-là, bon, il y a eu trop d'insécurité, hein, parce que bon, le but c'était 25 lodges au Congo, avec à la tête une personne qui Qui dirige, en fait. oui, qui dirige, mais enfin, le 25 donne l'information au président et comme ça, il avait le contrôle sur le Ah, pays. d'accord. Hein, Ok. tandis que maintenant, avec le GPS et le GSM, etc., on n'a D'accord. plus besoin de ce système. Hein. Alors, toujours par rapport à Affinity Congo, dont on l'a bien compris, il y a des projets que vous avez pu mener à terme au pays, vous avez parcouru le pays, vous vous êtes fait beaucoup d'amis. Pourtant, vous avez souhaité vous diversifier à nouveau avec votre bureau d'études H2. Parlez-nous de ce bureau d'études. Quels sont les objectifs que vous poursuivez à Qu'avons-nous travers... besoin au Congo? C'est Ouais. l'énergie. Sans énergie, on travaille jusqu'à 6 heures et ensuite, il Délestage. n'y a même pas à éteindre la lumière, elle n'est plus là. Tandis que si on peut faire... Attention, ça va venir en Europe aussi, mais bon, les gens ne se réalisent pas encore. C'est un système sur base d'hydrogène pour stocker l'énergie qui est de trop pendant la journée. Donc pendant la journée, vous avez vos panneaux photovoltaïques qui vous donnent l'énergie qu'il faut, mais tout ce qu'il y a de trop, c'est comme avec les éoliennes, hein, on les D'accord. arrête parce qu'ils ne savent pas quoi en faire. Ben là, le système est qu'il emmagasine l'énergie qu'on n'a pas eu besoin pendant la journée et qu'on peut vous rendre à partir de 6 heures, 7 heures, comme on veut, pour des petites et moyennes entreprises, pour le privé. Vous avez déjà mené des études sur on est place au maintenant Congo? sur- Vous savez ce qu'il faut exactement, l'état de besoin pour ça? Oui, il y a maintenant plusieurs qui sont en cours. Il y a un premier élément qui est à visiter, qui Ok. est terminé. Et ce n'est pas que ça coûte cher, parce que bon, donner l'énergie pour un prix qui après ça, allez, toutes ces installations coûtent environ le prix qui est remboursé après 5 ans. Mais Donc, à charge de qui? Qui supporte le coût, Ah, concrètement, au Congo? au Congo, c'est le gouvernorat. C'est le D'accord. gouvernorat qui va vendre son électricité pour récupérer l'investissement. Mais le return on investment, c'est de 5 ans. Après 5 ans, on a l'électricité pour rien. Oui. Alors, ils commencent à réaliser en Europe aussi. Tout le monde a des panneaux solaires sur son toit. Hein. S'il en met un peu plus, on n'a plus besoin d'électrabel. Hein. Pas besoin du tout. Mais en même temps, il y a un débat qui consiste à dire, oui, c'est très bien, toutes ces énergies renouvelables, mais pas les de CO2. Les Africains ont d'autres soucis en tête, ils veulent se nourrir, envoyer D'accord. leurs enfants à l'école, bref. Que répondez-vous à ça? Ben, on veut se nourrir, et qu'est-ce qu'on fait pour se nourrir? Il faut aussi préparer la nourriture. Makala, charbon de bois. Ça, une fois de plus, le Congo, on parle beaucoup de la modernisation, la modernité, qu'est-ce qu'on dit? La révolution de la modernité. Révolution de la modernité. Ben, il faut pour cuisiner, il faut makala. Donc,
ils vont couper du bois, la déforestation, qu'on essaye d'éviter. Puis ensuite, il faut faire le makala, pas bon, CO2. Puis ensuite, les mamas, ils vont cuisiner avec la fumée dans les yeux, c'est mauvais pour les yeux, c'est mauvais pour les poumons, c'est donc pour la santé zéro. On doit passer ce stade de makala, on n'est plus au Moyen-Âge, et le Congo n'est certainement pas au Moyen-Âge. Hein, il faut passer directement à l'électricité, et c'est de là qu'est venue l'idée de constituer comme ça des sets pour l'énergie. Et on va de 0,4 kWh jusqu'à 40 kWh. Alors vous êtes quand même conscient du fait que tous ces projets n'ont de sens que si vous avez en face de vous des interlocuteurs qui comprennent parfaitement les enjeux. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir toujours eu affaire à des gens qui étaient conscients des enjeux? Pas du tout. Alors on fait comment dans ces cas-là? Tout le monde veut D'accord. Mettre le doigt dans la soupe. Oui. Quand même, j'ai eu encore l'expérience et je la raconte comme il était. Moi j'aime bien la soupe avec des personnalités, on explique un projet et puis après, même c'est pas 5 minutes, oui, mais monsieur Stevens, qu'est-ce qu'il y aura dans mon enveloppe? Ça suffit pour fermer le dossier et rentrer chez soi. Mais comment vous réagissez quand ce genre de situation survient? Qu'est-ce que vous faites? Comment je réagis? En logique, en tout calme, que ce n'est pas de cette façon-là qu'on va y arriver, et qu'eux ne vont pas y arriver, qu'on aura besoin de camions et de jeeps et de matériel pour réaliser ce projet. Et une fois qu'il sera réalisé, on ne va pas renvoyer ça en Belgique, le matériel. Le matériel restera là, il sera comme cadeau pour mettre dans l'enveloppe. Alors, parlons un peu aussi d'une de vos passions, c'est le tourisme. C'est quelque chose qui vous tient aussi très à cœur. Aujourd'hui, il y a un vif débat au sujet du parc de Virunga parce qu'on y a découvert évidemment un gisement de pétrole. Je sais que vous êtes très attaché à l'environnement. Quel est votre regard aujourd'hui sur le secteur touristique du Congo? Et s'il y avait des choses à faire, quelles seraient ces choses? En dehors de plusieurs activités que je fais au Congo et suite à tous ces voyages à l'intérieur du pays que j'ai pu réaliser, c'est évident que bon, il y a plein d'opportunités. Il y a des endroits comme Mabali, là, tout près de Bikoro, Luiro, tout près de Bukavu, qui sont des centres où il y a moyen de faire des lodges phénoménaux avec une vue sur le lac Kivu, Kalehe, les gorilles qui sont à proximité. Kaouzi-Biega. Kaouzi-Biega. Bon, moi je défends Kaouzi-Biega parce que le Virunga n'est pas uniquement le Congo, c'est l'Ouganda, c'est le Rwanda et c'est le Congo. Et puis bon, le parc Virunga, le parc Kaouzi-Biega, c'est... Alors, une de vos autres passions, on aura vraiment fait la totale, c'est l'aviation. Vous avez créé 1 ou 2 clubs d'aviation au Congo. En Belgique. En Belgique. Oui. Mais au Congo, vous avez aussi, je pense... J'ai l'ambition maintenant de faire revivre l'aéroclub d'Ndolo. D'Ndolo, qui est fermé à l'heure actuelle ou bien Non, mais bon, je crois que c'est un klein pitch, comme on dit, c'est une petite flamme, il n'y a pas trop de membres, il n'y a pas de moyens financiers, d'après ce que j'ai compris. Donc, la petite aviation est aussi quelque chose qui doit se développer dans un pays immense comme le Congo, même si ce n'est pas... Allez, bon, pourquoi est-ce que c'est bon, la petite aviation, comme je présente ici, le J1, pour l'épandage, l'agriculture. Alors, je dois préciser à l'attention de ceux qui nous suivent qu'effectivement, vous êtes sur un projet qui permet au fond d'avoir des avions qui sont typiquement adaptés, je dirais, en Afrique et aux Il y a d'autres pays africains aux alentours de la RDC qui jouent déjà le jeu. Donc ça permet de faire de l'épandage, quoi d'autre? L'épandage, bon, il y a moyen de faire un hydravion. Ils auraient pu atterrir à côté de l'île d'Ijui, tout à fait. Il y a quelques années, quand il y a eu le fameux crash avec... Tout à fait, en 2012. Etc. Oui, tout à fait. Et très important, c'est que ces petits avions volent au MOGAS. Bon, pour les qui ne sont pas professionnels, la différence entre Avgas et MOGAS. MOGAS, c'est l'essence de voiture. D'accord. Qui est donc nettement moins cher que le Avgas. D'accord. Qui permet aux pilotes en écolage de faire leur écolage avec un avion peu coûteux, mais quand même avec toutes les possibilités que cet avion a. Il a une possibilité de vol entre 600 et 900 km. Donc un propriétaire d'un terrain à 600 km de Kinshasa peut facilement
le matin y aller et le soir revenir. C'est cela. Hein, tandis que bon, s'il doit prendre sa Jeep, il est parti pour 3 jours aller et 3 jours retour. Tout à fait. Hein. D'autre part, bon, dans cette petite aviation, il y a le travail aérien qui est aussi très important, et pour des grandes villes comme Lubumbashi. Là, vous faites allusion à l'aviation civile? Oui, mais avec ces petits avions que je présente, le G1, les pilotes peuvent, pour ne pas devoir payer l'heure de vol de leur propre poche, prendre un passager qui a envie de voir sa maison à Limité ou un plateau de Banteke ou n'importe où il veut aller, ou Kisantu, ou Zongo, peu importe. Et allez, sur 11 millions ou 12 millions à Kinshasa, je suis quand même sûr que dans cette pointe de personnes richissimes, ça ne coûte pas tellement de faire un petit tour en avion. Bien sûr. Et ça peut rentabiliser et aussi aider à payer l'investissement qui est de entre 80 et 100 000 euros. C'est une belle voiture, c'est tout. En tout cas, on le voit, vous êtes effectivement très actif. J'ai quand même une dernière question à vous poser avant de vous laisser conclure. Quel est votre regard aujourd'hui sur les relations belgo-congolaises? Aujourd'hui, en 2016, comment ces deux pays se voient? Comment est-ce qu'ils se comportent l'un envers l'autre? Est-ce que tout est au beau fixe aujourd'hui? Bon, moi, je ne vais pas m'engager dans des expressions politiques ou autres. Ce que je dis, ce qui, d'après moi, va s'avérer d'ici des années, c'est que l'Europe, quand l'Europe sera épuisée, quand la Chine sera surpeuplée et que les États-Unis commenceront à montrer des signes de faiblesse, qui est le cas aujourd'hui, c'est par le degré de latitude et de longitude de l'Afrique des Grands Lacs que va se décider l'avenir du monde. Ça, c'est ma vision sur les choses. Si je me trompe, on me dit, il y a des politiciens belges avec qui je discute, il y a l'Asie, il y a l'Amérique du Sud, mais mon cœur est en Afrique, et plus précisément au Congo, qui est presque aussi grand que l'Europe. Et si je donne des petites conférences ici en Flandre, chez moi, des gens qui ne connaissent pas le Congo, qui parlent du Congo comme de leur potager, ils ne se réalisent même pas que c'est quasi aussi grand que l'Europe, que c'est 78 fois la Belgique, et qu'il faut réfléchir. Quand je parle de tourisme, oui, monsieur Stevens, mais bon, est-ce que le Congo est sûr? Ah, il y a aussi ici et là. Je dis, excusez-moi, hein, pour moi, avec le calcul que j'ai fait, 80% du Congo est sécurisé et les gens sont souriants, accueillants, et qu'il y a 20% du terrain où il vaut peut-être mieux pas y aller seul. Grâce à vous, heureusement, vous qui avez ce cœur qui bat en permanence pour la République démocratique du Congo, merci infiniment René Stevens de nous avoir accordé quelques minutes sur Radio Mboté, la voix de la diaspora africaine. Eh bien, quant à moi, ce sera pour la prochaine fois avec un autre invité sur le plateau de Conviction. À la prochaine.